8h16 sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Vous n'avez pas trop chaud ? Écoutez, ici non, mais je pense qu'effectivement, on traverse à nouveau un épisode de canicule qui va être plus court que le précédent, mais qui va être très intense, en particulier demain, en Île-de-France, où on va certainement battre des records de température. Vous parlez de l'Île-de-France, 80 départements sont en vigilance Absolument. orange canicule à l'heure qu'il est. Et le défi de la ministre de la Transition écologique que vous êtes, Elisabeth Borne, c'est de ménager la chèvre et le chou, en l'occurrence prendre des mesures sur l'économie de l'eau également. Alors on a par ailleurs effectivement une sécheresse très importante, puisqu'on a 73 départements qui ont déjà pris des mesures de restriction de l'usage de l'eau. C'est évidemment un sujet qui est très compliqué pour beaucoup d'acteurs. Je pense en particulier. Éclairez-nous, comment est-ce qu'on fait pour restreindre l'eau alors que justement le comportement par des températures extrêmes voudrait qu'on prenne 2, 3, 4 douches par jour? Alors a priori, c'est d'abord arrêter des usages, on va dire, plus simples, notamment éviter de remplir les piscines. Et il y a beaucoup de départements où c'est interdit de remplir les piscines, de laver les voitures, par exemple. Et puis effectivement, avec cette sécheresse qui s'installe, et avec Emmanuel Vargon, on a réuni hier un comité de suivi hydrologique. On a pu faire le point des mesures qui sont déjà prises. Ça arrive aussi à des mesures de restriction de l'irrigation, et évidemment c'est très compliqué pour les agriculteurs, et puis aussi de la vigilance sur les secteurs industriels qui ont besoin d'eau, sur lequel là aussi on regarde vraiment très attentivement au jour le jour quel est l'état de la ressource en eau et quelles sont les mesures qui doivent être prises. Oui, parce que Emmanuel Vargon a appelé au civisme, j'imagine que vous relayez cet appel, et elle a dit que c'était pas que pendant la période caniculaire, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai déficit en eau sur les nappes phréatiques et qu'il fallait suivre ce dossier comme vous le dites au jour le jour. On a effectivement depuis le mois de septembre de l'an dernier un déficit de pluie. Et donc, effectivement, on espère que les choses vont revenir, notamment à l'automne, mais il faut être conscient que les réserves en eau, c'est pas simplement, effectivement, comme vous le dites, pendant les périodes de canicule, c'est des usages qu'il va falloir... il faut garder de la ressource pour les mois qui viennent. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a pu échanger avec tous les acteurs hier sur la façon dont on va économiser cette ressource pour ne pas être dans une situation encore plus difficile dans les prochains mois. On peut avoir quelques éléments de cette façon d'économiser les ressources ? Ou est-ce que c'est trop complexe ? Il y a déjà les usages, on va dire, plus de confort sur lesquels... Laver les voitures, remplir les piscines. Ensuite, mais pour les agriculteurs, c'est là que ça commence à devenir inquiétant. On parle de sécheresse. D'ailleurs, on ne parle pas de sécheresse, c'est évident. Didier Guillaume, qui était à votre place hier dans ce studio, est allé voir les agriculteurs et la situation est extrêmement critique. Comment est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux agriculteurs il va falloir restreindre un peu l'utilisation de l'eau? Alors, on n'est pas forcément exactement sur les mêmes sujets. Vous savez, les agriculteurs, là, ils souffrent... Non, mais il faut qu'on soit clair ce matin. Oui, on va essayer d'être clair. Ils souffrent d'un manque d'alimentation, notamment pour le bétail. Oui. C'est pour ça qu'on a autorisé à faucher des jachères. Effectivement, ensuite, la question, c'est celle des cultures qui n'ont pas encore été moissonnées. C'est notamment le cas du maïs, sur lequel, effectivement, on a un certain nombre de cultures qui sont irriguées, sur lequel on a pris, dans un certain nombre de départements, des mesures de restriction de l'irrigation. Sur un autre sujet, François de Rugy est apparu aux 20h de France 2 hier soir. Il s'estime blanchi. Il va rembourser les 3 dîners qui n'entrent pas dans le cadre de ses anciennes fonctions d'après les enquêtes qui ont été faites. Est-ce que vous avez pris sa place trop vite ? Écoutez, en tout cas, je pense que le point qui est important, c'est que les enquêtes qui avaient été demandées par le gouvernement, par l'Assemblée, ont été rendues. Elles ont permis d'apporter les éclaircissements qui étaient attendus par tous. Effectivement, de montrer que contrairement à ce qui avait été suggéré ou sous-entendu, les travaux ont été faits en respectant la commande publique et que 9 dîners les 12 dîners qui avaient été pointés étaient en fait des dîners dans un cadre tout à fait professionnel. François de Rugy s'est engagé effectivement à rembourser les 3 autres. Mais est-ce que vous n'êtes pas arrivé un peu trop vite et qu'on aurait pu attendre justement les conclusions de ces enquêtes pour qu'il demeure ministre de la Transition écologique ? Écoutez, c'est son choix d'avoir démissionné
pour pouvoir se défendre, pour retrouver de la sérénité pour lui-même, pour sa famille, qui a aussi été très fortement mise en cause par cette espèce de vague médiatique. C'était un bashing ? En tout cas, vous voyez, je pense que les résultats de ces enquêtes nous montrent que c'est assez choquant, ces emballements médiatiques où on vous assène des vérités qui ne vous permettent pas, vous n'avez même pas le temps de dire les vôtres, de poser des faits, ce que font les enquêtes qui ont été rendues. Je pense que ça pose vraiment question en termes de méthode. Vous voyez, ce temps qui Il y a un qui problème ne avec laisse pas. Mediapart ? Je ne vais pas me prononcer sur Mediapart. Je dis Pourquoi ? que... Non, mais c'est de façon générale, cette façon, effectivement, de sortir des informations en ne laissant pas le temps d'établir des faits, pose vraiment question. Votre arrivée à ce ministère, je me permets de vous interroger directement, Elisabeth Borne, parce que depuis votre arrivée à ce ministère, vous n'êtes pas encore passée par chez nous. Vous avez été accueillie, on va dire, différemment. Vous êtes professionnelle, vous avez été directrice de cabinet de Ségolène Royal quand elle était à l'écologie, vous connaissez les dossiers, et pourtant certains vous voient comme une ministre pas écologique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, moi, je ne sais pas qui est habilité à décerner... Les Verts notamment, qui ont dit que vous remettez les camions sur les autoroutes alors qu'on pourrait faire du ferroutage, que vous avez échoué sur la réforme ferroviaire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ah, mais c'est leur point de vue. Vous savez, moi, depuis que je suis arrivé à la tête de ce ministère, je pense qu'en termes de transport, les 3/4 de nos investissements vont au ferroviaire. Depuis le départ, moi, je me préoccupe de donner des alternatives à la voiture à tous les Français. Sur le fret ferroviaire, on a soutenu et donné de la visibilité sur tout le quinquennat aux aides au transport combiné, aux autoroutes ferroviaires. Donc ces jugements qui sont fondés sur des contre-vérités, vous voyez, moi je les prends avec sérénité. Les faits sont là. Avec colère aussi, parce que vous vous avez le droit, c'est humain. Oui, non, mais attendez, vous voyez, d'avoir des jugements fondés sur des contre-vérités, je pense que ça pose un peu question. Moi, le transport, le fret ferroviaire, évidemment, je le soutiens. On a eu un débat sur un train, notamment Le entre Perpignan et Rungis. Vous savez, si je ne m'étais pas battu, ce train, il s'arrêtait purement et simplement. Et là, moi, j'ai mis tout le monde autour de la table, chacun devant ses responsabilités, et le train, il reprendra dès la saison haute, avec une solution transitoire avec les wagons existants, et on va travailler avec tous les acteurs pour pérenniser cette solution ferroviaire. Vous avez été un peu prise de court sur le dernier décret sur la prime à la conversion. Les Français n'ont plus qu'une semaine maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour en bénéficier, pour rouler dans un véhicule propre. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Alors, faut quand même revenir là aussi au fait. Cette prime à la conversion, c'est un très grand succès, très au-delà de ce qu'on avait imaginé, puisqu'on pensait donner... 220 000 dossiers. Oui, vous savez, on avait au départ prévu 500 000 primes dans le quinquennat. Il y a eu un tel succès avec 300 000 en 2018 qu'on a réévalué l'objectif à 1 million de primes. Et quand on a un tel succès comme celui qu'on a eu notamment depuis le début de l'année, où en 6 mois, on a eu 250 000 dossiers, donc on s'achemine vers 500 000 sur l'année, je pense qu'on peut effectivement, qu'on est légitime à adapter les critères pour être encore plus dans l'objectif de cette prime. L'objectif, il est clair, il est de sortir les véhicules les plus polluants de la circulation et de permettre à tous les Français, y compris les Français les plus modestes, d'acheter un véhicule qui pollue moins, qui consomme moins, qui coûte moins cher. Et le dispositif, pardon ? Non, qui coûte pas moins cher, puisque la prime à la conversion, anciennement, celle qui va s'arrêter là au mois de juillet, elle permettait notamment d'acheter des véhicules d'occasion, des véhicules diesel, et la nouvelle prime à la conversion, c'est pratiquement uniquement des voitures hybrides et électriques et neuves. Ah non, mais pas du tout. Elle permet d'acheter des véhicules critères 1, donc notamment des véhicules à essence d'occasion. Et je peux vous assurer que moi, j'ai regardé attentivement les primes qui avaient été données depuis le début du dispositif. Avec ces primes, avec ces critères 1, vous avez des véhicules qui ne sont pas plus chers que ceux... on avait grosso modo moitié-moitié de critères 1 et de critères 2. Les critères 1, les véhicules d'occasion essence, et puis ne sont pas plus chers que les véhicules critères 2 qui ont été acquis. Et vraiment, moi, je peux vous assurer que ma préoccupation, c'est qu'on laisse personne sur le bord de la route, que tout le monde puisse passer à un véhicule plus propre. On est aussi en train de travailler sur un dispositif qu'on pourra proposer aux Français qui n'ont pas accès au crédit et qui nous disent « vous êtes bien sympathique, mais là vous me donnez 5 000 € pour un véhicule électrique,
ou 3 000 euros. Il faut le rappeler, qui sont très très chers les véhicules électriques encore aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, ou 3 000 euros pour un véhicule essence d'occasion, mais le véhicule coûte 5 000. Comment je fais ? On veut travailler, on est en train de le faire. Et moi, je suis déterminé à ce qu'on trouve une solution pour avoir un dispositif clé en main, par exemple avec un microcrédit, pour que tout le monde puisse passer un véhicule plus propre. Et à l'inverse, vous allez ajuster le bonus-malus avec le malus pour les voitures de luxe qui va encore s'étendre au-delà des 10 000 euros ? Le malus, c'est surtout qu'on revoit les seuils. Vous savez, on est de plus en plus exigeant et je pense que c'est normal. Le grammage. Et dans le même temps, de toute façon, les constructeurs ont aussi des obligations au niveau européen qui les amènent aussi à avoir des véhicules, une gamme de véhicules de plus en plus propres. Le CETA a été approuvé hier par l'Assemblée nationale Elisabeth Borne, mais 61 marcheurs n'ont pas joué le jeu. 9 contre, 52 abstentions. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Écoutez, je pense que ce traité, le projet de loi a été voté hier. Il a été voté à une très large, à 80% au sein de la République. Oui, mais là, il y a une faille quand même. Partie d'abstention. C'est un sujet sur lequel il peut y avoir des sensibilités différentes, sur lesquelles je pense que c'est important qu'il y ait eu un débat, parce que je voudrais quand même le souligner, jusqu'à présent, ces traités, ils étaient négociés par des gens qu'on ne connaît pas, il n'y avait aucun débat. C'est qui les gens qu'on ne connaît pas ? Non, mais vous savez, par des négociateurs européens, sans qu'il y ait aucun débat démocratique. Là, on peut le dire que le débat démocratique, il a lieu à l'Assemblée, et donc c'est une bonne chose. Donc il a effectivement été voté par notre majorité. Je note quand même quelque chose d'un peu paradoxal. Vous savez, ce traité, sa négociation a été lancée sous Nicolas Sarkozy. Il a été signé sous François Hollande. Où est la cohérence quand aucun socialiste ne vote ce traité et quasiment aucun républicain ne vote ce traité, alors même que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un traité... Et là, on vous reproche justement qu'il y a 60 marcheurs qui n'ont pas joué le jeu. C'est un peu paradoxal, vous savez, on a trouvé un traité qui était... C'est l'hôpital qui se fiche de la charité ? Quasi ficelé, sur lequel on a voulu changer le contenu, non seulement la méthode, je vous le disais, plus de transparence, plus de démocratie, mais aussi le contenu. On s'est battu pour avoir un veto climatique et on l'a obtenu. C'est ce que j'allais vous demander. Dans ce cas-là, est-ce que cet accord, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, est-ce que cet accord respectera le climat, la biodiversité, les agriculteurs ? Mais je vous le redis, ceux qui l'avaient négocié dans les précédents quinquennats n'avaient rien prévu. Ce qu'il y a dans le texte. Nous, on a introduit un veto climatique dont le mécanisme est en cours de mise au point. Et c'est ce que porte la France dans ses traités internationaux. Un veto climatique, des vétos sanitaires, le respect de l'accord de Paris. Avec des garde-fous. Mais évidemment, alors ensuite, moi j'entends dire ces règles, elles ne sont pas respectées, il n'y a pas de contrôle. Mais alors on peut dire ça de tout aussi. On ne fait plus aucun accord puisque de toute façon, il ne sera pas respecté. Moi je vous dis, on s'est battu pour ce veto climatique et évidemment, on continuera à se battre pour que les règles soient respectées. Un tout petit mot de Greta Thunberg. Vous l'avez écoutée ? Est-ce que c'est une vraie lanceuse d'alerte pour vous ou est-ce que c'est du buzz médiatique ? Je pense que c'est très important qu'on ait quelqu'un comme Greta qui exprime cette sensibilité de la jeunesse qu'on a vue aussi en France, qu'on a vue dans toute l'Europe, qui nous dit « Attention, la planète que vous préparez, c'est pour nous ». Et je trouve normal que la jeunesse s'exprime sur l'avenir, nous alerte sur la nécessité de changer nos comportements, parce que cette planète, c'est la nôtre, et ce sera aussi la leur. Donc je pense très important, et je pense là aussi un peu condescendant, ceux qui ont voulu boycotter effectivement le discours de Greta Thunberg. Merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.